Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un aliment réputé pour être notre meilleur ami. Vanté depuis des décennies pour ses propriétés, cet aliment qui serait riche en vitamines A, D, E, B12, B2 et B12, rien que ça, n'a plus bonne presse et serait même considéré comme dangereux pour notre santé. Cet aliment en question, c'est le lait. Cet or blanc qui nous accompagne au quotidien est devenu le nouveau ennemi public numéro 1. Afin de déceler le vrai du faux, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Bla Abdelwaheb, médecin nutritionniste. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est la deuxième fois que vous venez. Merci encore une fois de nous accorder du temps. Merci pour votre invitation. Donc voilà, on va parler du lait, mais avant de rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le lait que nous consommons ? Très bien. Donc le lait, c'est vrai il est considéré comme un aliment vital parce qu'il est complet. C'est parmi les seuls aliments qui soient complets pour chaque espèce. Voilà. Donc le lait, déjà, il a une définition. Donc c'est un liquide opaque, donc lactescent. Il est légèrement sucré. Il est produit par la femelle, donc c'est les glandes mammaires de la femme et de la femelle de chaque animal. Voilà. Donc quand on parle de lait en général, chez nous par exemple, le lait, c'est le lait de vache. Donc quand on ne dit pas par exemple lait de brebis ou autre, quand on dit lait en général, c'est le lait de vache. Donc ce que nous consommons quotidiennement, c'est le lait de vache. C'est le lait de vache. Voilà, exactement. Et par rapport au contenu, c'est-à-dire il est gras, bon, on a vu, voilà, il y a des vitamines et tout. Il y a le taux de graisse de combien de taux de graisse est composé le lait ? Déjà par rapport à sa composition, il faut savoir que c'est un aliment entier. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Il est produit pour nourrir le petit. D'accord. Donc le petit. Il contient des acides aminés, donc des protéines essentielles aussi, comme la caséine, l'albumine, certains facteurs de croissance, donc pour la croissance de chaque espèce. Il contient aussi bien sûr du gras. Donc par rapport au gras, il contient 50% de gras. Mais la problématique, c'est que c'est des acides gras saturés. Donc c'est à 65% d'acides gras saturés et 35% d'acides gras non saturés. Donc quelque part, il est vraiment nutritif. Donc ça forme le petit. Il aide à sa croissance. Et le gras, qu'il soit saturé ou pas, pour le petit, il est bénéfique. Donc ça aide à sa croissance. Voilà. Mais pour les adultes, c'est Pour les adultes, c'est une autre paire de manches. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et par rapport au calcium, est-ce qu'il est aussi riche en calcium qu'on veut nous le faire croire ? Tout à fait, oui. Voilà. Pour être riche en calcium, il est riche en calcium, c'est vrai. D'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'industrie du lait, donc c'est un lobbying très puissant. Ce qu'ils ont fait au cours des décennies, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils l'ont vanté comme étant un aliment super riche en calcium. Donc il aide à prévenir l'ostéoporose, par exemple. Mais la problématique, c'est que il a été considéré par tout un chacun comme étant un alicament. Donc c'est un aliment médicament par rapport à sa teneur en calcium. C'est vrai qu'il est riche en calcium, c'est vrai que les nutritionnistes conseillent quotidiennement à une bonne consommation de calcium. Par exemple, chez la consommation journalière recommandée pour les plus de 24 ans, elle est de 860 mg par jour. Voilà. Et pour les 19-24 ans, elle est de 750 mg par jour. Mais inférieurement à 19 ans, c'est 1200 mg par jour. Voilà, pour la croissance et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, il acquiert un capital osseux tout au long de sa croissance. Donc les 20 premières années sont très importantes par rapport au capital osseux. Donc tout le capital osseux, il est acquis pendant les 20 premières années. Au-delà,
Au-delà, c'est une adaptation quotidienne entre ce qu'on appelle l'ostéodestruction et l'ostéoconstruction de l'os. Voilà. Donc, il est nécessaire de consommer quotidiennement une certaine quantité de calcium, sans bien sûr dépasser les recommandations que je vous ai dites. Calcium, Voilà. c'est calcium animal. Animal, oui. Est-ce que c'est la même chose que le calcium végétal? Le calcium végétal, par rapport au calcium, on le trouve heureusement partout, pas que dans le lait. On peut le retrouver dans les légumes, surtout à feuilles vertes, comme la laitue, les épinards et tout. On peut le retrouver dans les oléagineux. On peut le retrouver dans les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles et haricots. On le trouve heureusement partout, dans le bœuf, Mais il a les mêmes propriétés oui. que le calcium animal, il n'y a pas de souci. Il est intégré de la même façon, il est assimilé de la même façon? Pas tout à fait. Voilà. Pas tout à fait. Le calcium du lait, il est assimilé de façon optimale. Donc c'est pour ça qu'on le conseille dès le jeune âge. Voilà. Même dans l'éducation populaire, dans le subconscient, si je peux dire, le lait, il a une connotation affective aussi. Donc il est, tout à fait, oui, ça le représente rattache, la voilà, mère. exactement. C'est le contact à la mère, c'est le lien qui unit la mère à son enfant. Et même après, quand on voit un verre de lait, c'est blanc, c'est pur. Donc il y a une notion de bénéfice à 100%. Et c'est vrai que ces dernières années, il a été un petit peu décrié. Oui, le lait en général a été un petit peu mis en cible par rapport à certains méfaits qu'il pourrait avoir. Justement, pourquoi maintenant la consommation de lait pourrait être un danger pour la santé? Voilà, il faut toujours parler au conditionnel. Voilà, parce tout que à fait. Certaines études parlent de certains méfaits. Donc, le premier qui a jeté le pavé dans la mare, si je peux dire, c'est un journaliste scientifique. C'est Monsieur Thierry Soucard, donc qui a publié un livre en 2007, et c'était un best-seller. Son titre, c'était « Lait, mensonges et propagande ». Voilà. Là, il décrit certains méfaits. Donc, de là, c'est une sorte de boule de neige qui s'est amplifiée. C'est l'effet boule de neige par rapport par exemple, à son bénéfice par rapport à l'ostéoporose. D'accord. Et certains cancers. Voilà, oui. Donc ça a été repris par tous les médias. Ça a été repris par un grand oncologue, c'est le professeur Henri Joyeux, qui, on peut trouver ses publications, on peut trouver aussi ses vidéos sur le net. Il est anti-lait. Carrément. Ah oui, voilà. D'accord. Donc une certaine communauté scientifique abonde vers le côté négatif du lait. Et c'est repris par les médias d'une façon un petit peu accentuée. Donc le simple lecteur, par exemple, le simple auditeur, le simple consommateur de lait, il aura peur. Oui. Tout simplement. Parce que quand on parle d'ostéoporose aggravée par la consommation de lait, quand on parle de certains cancers qui seraient liés à la consommation excessive de lait, là, c'est tout à fait normal qu'on ait peur. Bien sûr. Mais il faut garder un regard critique. Donc, par rapport à toutes ces publications et les études qui ont été faites là-dessus, parce qu'il y a toujours un facteur de biais. Donc, les études sont un petit peu biaisées. Celles qui parlent du bénéfice du lait sont commanditées par l'industrie du lait. Donc, ça vante les bienfaits du lait. Et celles qui sont contre le lait, on pourrait dire aussi que elles sont commanditées par... Est-ce que ce ne serait pas des industriels qui veulent maintenant lancer le lait végétal, qui sont en train de diaboliser le lait animal? C'est ça aussi la question qu'on se pose. C'est ça. Et il y a aussi les hormones que contient le lait, qui est aussi mis... Donc, par exemple, le professeur Joyeux, il parle surtout de l'hormone de croissance, donc qui serait lié à l'accentuation de certains cancers qui sont hormonodépendants, comme le cancer de la prostate chez l'homme et le cancer du sein chez la femme. Donc, son discours est très simple. Il dit que, par exemple, pour ce qui est de l'être humain, donc un bébé multiplie son poids de naissance en une année par 3. Par contre, le veau multiplie son poids de naissance par 8. Là, c'est lié à certaines hormones de croissance, et notamment un peptide qu'on appelle l'IGF, l'Insuline-like Growth Hormone.
Donc, c'est l'hormone de croissance qui fait que, par exemple, le veau multiplie son poids de naissance par 8. Oui, c'est pour ça qu'il a besoin autant d'hormones. Voilà, exactement. Donc, pour le professeur Joyeux, la consommation excessive de cette hormone tout au long de la vie de l'être humain serait néfaste. Voilà. Mais certaines études disent le contraire. C'est-à-dire, quand je consomme un verre de lait, là, je vais consommer de l'hormone de croissance, mais elle sera dégradée au niveau de mon estomac et des intestins. Donc, même si elle passe dans le système sanguin, elle est présente en quantité infime par rapport à ce que je produis, moi, de façon physiologique. Donc, voilà. Il y a certains qui disent donc, que cette hormone de croissance serait facilitatrice de certains cancers, comme le cancer de la prostate chez l'homme. Il y a même des études qui donnent des chiffres. Donc, si on consomme de façon excessive les laitages, on accentue la présence de cancer de la prostate de plus de 50%, carrément. Mais là, il faut toujours garder un esprit critique par rapport aux études. Voilà. Donc, l'OMS, par exemple, elle a commandité plusieurs études. Si elles sont vraies ou pas, il faut toujours garder un esprit critique, mais leur conclusion est simple, c'est que ça n'a pas vraiment de relation, donc cause à effet, par rapport à certains cancers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par ailleurs, des études scientifiques sérieuses disent que le lait est protecteur, par exemple, par rapport au cancer du côlon rectum. Bon. Voilà. D'accord. Donc, dans toute chose, il y a les bienfaits, il y a les méfaits. Il faut garder un juste milieu dans toute chose. Voilà. Exactement. Et là, on parle du lait uniquement ou bien de ses dérivés? Même ses dérivés. Voilà. Même ses dérivés. C'est vrai que le lait est pointé du doigt parce que le lait n'est pas... À la base, il y a tout un système de fabrication, par exemple des fromages, etc. Donc, ça subit ce qu'on appelle un écrémage, un barattage et tout. Il y a certaines conditions qui font qu'il y a un écrémage. Donc, tout ce qui est hormone de croissance et tout, elle se représente en quantité infime par rapport au lait. Donc, c'est vrai que le lait... il est plus pointé du doigt parce qu'il conserve toute sa composition totale. Voilà. Par rapport, par exemple, à la tolérance au lactose. La tolérance au lactose, il faut savoir que l'être humain a acquis, grâce à l'adaptation, il a acquis une certaine enzyme qui est la lactase. Donc, dans sa composition, le lait, il y a présence d'un sucre qu'on appelle le lactose. Donc, il sera dégradé au niveau des intestins et sera assimilé. Par contre, au-delà d'un certain âge, 3-4 ans, cette enzyme commence à décroître. Donc, quand on arrive à un certain âge, 30 ans, 40 ans et tout, il faut savoir que 70% de la population mondiale n'a pas cette enzyme. Donc, le lactose ne sera pas dégradé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des intolérances digestives. Donc, le lait est pointé du doigt, de par sa contenance du lactose, pour favoriser ce qu'on appelle le côlon irritable, donc les maladies intestinales fonctionnelles. Les fromages et les yaourts contiennent très très peu de lactose, donc elles sont plus facilement consommées et ne provoqueront pas de syndrome de côlon irritable, par exemple. D'accord, voilà. Et par rapport là, on est en train de parler du lait et... Est-ce que vous parlez du lait complet, du lait entier, écrémé? Vous parlez de toutes les catégories de lait. Hein? Toutes les catégories. Quand on parle de lait écrémé, semi-écrémé et tout, c'est par rapport à sa contenance en matière grasse. Donc quand on dit lait entier, il contient toute la matière grasse qu'un lait peut avoir. Quand c'est écrémé à 100%, donc ça garde moins de 5% de matière grasse. Donc c'est par exemple bénéfique pour les gens qui veulent maigrir, par exemple. Voilà. Très bien. Et par rapport au lait UHT, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu qu'apparemment, le lait UHT qui est conservé... En fait, il y a eu... Vous pouvez nous expliquer déjà le lait UHT, parce que moi, je n'arrive pas à trouver avec mes mots. Et parce qu'en fait, ce que j'ai entendu, comme quoi, il y a le calcium, la haute température détruit le calcium qui contient dans le lait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer
le lait sûr. UHT. Donc par rapport au lait, il y a ce qu'on appelle le lait cru, Voilà. donc qu'on consomme directement, si j'ose dire, de la vache. Il y a le lait pasteurisé et il y a le lait UHT. Donc le lait cru, il faut savoir qu'il est riche en micro-organismes. Donc il peut véhiculer des maladies infectieuses. C'était vraiment présent il y a quelques années. Mais comme il y a eu la pasteurisation et cette nouvelle méthode UHT, ultra haute température, Voilà, c'est une sorte de pasteurisation qui sera différente. Le lait cru véhicule certaines maladies comme la tuberculose, la brucellose et la listériose, qui sont assez dangereuses. Quand c'est cru, quand c'est pas... Quand c'est cru, voilà, tout à fait. Il faut savoir que chez nous, en Algérie, il y a beaucoup de gens qui consomment encore le lait cru. Oui. Les paysans, Mais dans les régions. le lait cru, c'est Voilà, Blamirlewa. exactement. Donc, dans les zones rurales, et ça garde les germes. Même si on fait une ébullition intense et tout, ça peut garder les germes. Parce que ce n'est pas une pasteurisation. D'accord. Voilà. La brucellose, elle est encore présente chez nous. Voilà. Donc c'est vrai que le lait cru a beaucoup de bienfaits, mais il véhicule encore certaines maladies infectieuses. Et c'est pour cela qu'il y a eu la pasteurisation. La pasteurisation, c'est faire une ébullition à 75 degrés pendant 15 secondes. Et l'UHT, c'est 140 degrés pendant 3 secondes. Donc ça détruit 100% des micro-organismes. Donc par rapport aux maladies infectieuses qui sont encore présentes chez nous en Algérie, le procédé UHT est bénéfique chez nous. Voilà. Mais c'est vrai que ça détruit certains nutriments. Et c'est pour ça que les laits sont enrichis en calcium. Donc on trouve, donc voilà, ça va. on trouve ça va. certaines, par exemple des briques, certaines marques, Tout à fait. où c'est carrément noté. Donc enrichi en calcium et vitamine D. D'accord. Voilà. Ça s'explique. C'est-à-dire il y a un équilibre. Exactement. Donc, même certains fromages. Hein. oui, Certains fromages, la boîte, on retrouve, c'est enrichi. C'est pas riche, c'est enrichi en vitamines A, D, E, qui sont les vitamines liposolubles présentes naturellement dans le lait. Tout est là. Oui, ça c'est très bien ce que vous avez précisé. C'est entre riche en vitamine D, par exemple, ou calcium, et enrichi, ça veut dire qu'ils ont été rajoutés. Exactement. Ah, ça c'est excellent. C'est très bien. Exactement. Parfait. Et maintenant, par rapport l'alternative du lait végétal. Je voudrais savoir, est-ce que c'est une bonne alternative au lait animal ? Donc, par rapport au lait végétal, c'est une dénomination, entre guillemets, marketing. Il n'y a pas de lait végétal. Le lait, comme je vous ai donné une définition tout à l'heure, son origine est animale, à 100%. Ce qui est considéré comme lait végétal, c'est les laits d'amande, etc., le lait de soja et tout. C'est une bonne alternative parce que déjà, ça ressemble visuellement au lait normal. Et comme ils sont la plupart enrichis en calcium, donc ça pourrait être une bonne alternative par rapport à sa consommation quotidienne et par rapport même aux préparations, par exemple les gâteaux, etc. Donc on peut utiliser les laits végétaux, entre guillemets. Voilà. Très bien. Et quels sont les végétaux que vous pouvez nous recommander ? Heureusement, le calcium, il est présent partout. Donc, c'est présent partout. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est légumes à feuilles vertes, donc la laitue, les épinards, etc. Il est présent dans les légumineuses. On en consomme beaucoup chez nous. Donc, tout ce qui est lentilles, haricots et tout. Et c'est présent dans la volaille, dans la viande bovine et ovine. Donc, le calcium, il est présent partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a un capital osseux à construire de 0 à 20 ans, donc il y a des recommandations mondiales par rapport à la consommation du calcium et du lait en général. Donc les recommandations en matière de nutrition, il y a les recommandations françaises, américaines, etc. Il y a certaines universités américaines aussi qui donnent leurs recommandations. Par exemple, la française, on parle de 3 portions de produits laitiers par jour. Donc par exemple, un verre de lait le matin, un fromage, une portion de fromage à midi et un yaourt par exemple le soir. Donc ça nous fait déjà 3 portions. Oui. Pour les Américains, par exemple de l'université de Harvard, ils préconisent de consommer entre 0 et 2 portions de produits laitiers. 0, c'est pour justement répondre aux détracteurs des produits laitiers. Donc il y a des gens qui ne consomment plus de lait par rapport à ce qui s'est dit dans les médias, etc. Mais il faut savoir qu'il faut consommer du calcium.
On est obligé de consommer du calcium pour avoir notre capital osseux. Donc, chez nous, on a toujours un verre de lait le matin. On consomme un petit peu de yaourt, du fromage. Donc, on est dans la norme. Oui, voilà. tout à fait. Donc, ceux qui conseillent de ne plus consommer de laitage sont dans le faux. Même les détracteurs, les grands détracteurs, par exemple le journaliste Thierry Soukar, il a même fondé un site internet, nutrition.fr. Très bien. Et là, même eux, leurs recommandations ne disent pas qu'il faut interdire complètement. Donc, ils ne diabolisent pas à 100% le lait. Ils disent qu'il faut toujours en consommer, mais en modération, pour avoir bien sûr les bénéfices sans trop subir les méfaits. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des maladies qui ont été découvertes suite à la surconsommation de lait animal ? Bon, certaines maladies qui ont été découvertes, c'est trop gros à le dire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont trouvé qu'il y a des maladies qui sont liées, par exemple, à la consommation de certaines protéines, donc la caséine, par exemple. Il y a eu des chercheurs qui ont donné de la caséine à des souris. Et ces souris-là ont développé un cancer. Donc de là, il y a eu l'idée qu'un lait interespèce, c'était une mauvaise idée. Donc l'être humain qui consomme le lait de vache, il faut savoir qu'on est la seule espèce qui consomme un lait qui n'est pas donc, de notre propre espèce. Donc par rapport aux protéines, il y a des maladies qui ont été donc, raccordées à ça, notamment les cancers. Donc il y a eu des études qui ont prouvé qu'il y avait une accroissance du cancer de la prostate, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu certaines études qui ont parlé de maladies auto-immunes. Donc, par exemple, on sait que le diabète type 1 est une maladie multifactorielle. Et on ne connaît pas avec exactitude quelle serait réellement la cause qui provoque le diabète type 1. Donc, le diabète type 1, qui est une maladie auto-immune, serait lié à une surconsommation de produits laitiers, sans pour autant vraiment définir ce qui était en cause. Donc, on met en cause les protéines ou bien certains acides aminés sans vraiment pouvoir prouver qu'il y ait réellement rapport de cause à effet. Il y a certaines autres maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Aussi, c'est une maladie auto-immune qui n'a pas vraiment de cause bien définie. Donc, certaines études ont montré qu'il y avait un rapport de cause à effet. Mais il faut toujours prendre ces études avec certaines pincettes parce que il y a toujours le versant des études. Donc, certaines études, à leur conclusion, donc à 6 mois d'études, par exemple, on peut trouver une conclusion positive. D'accord. Mais si on poursuit l'étude au bout d'une année ou bien 2 ans, il peut s'avérer que l'étude soit fausse. Donc, quand on présente une étude, il faut toujours la suivre jusqu'à la fin. Voilà, exactement. Et toutes ces études, elles sont récentes. Donc, il n'y a pas vraiment de recul par rapport à ça. Par rapport donc ça, c'était par rapport aux protéines du lait. Il y a aussi la graisse du lait. Donc la graisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une richesse en gras dans le lait et notamment les acides gras saturés. Donc la surconsommation d'acides gras saturés provoque bien sûr des maladies cardiovasculaires, donc l'athérosclérose, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle. Le lait est reconnu pour avoir un indice insulinique élevé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout le gras, il va provoquer une insulinorésistance, donc surpoids et ultérieurement diabète. Donc, c'est pas que le lait, c'est toute l'alimentation. Voilà. Il y a aussi, on parle aussi d'ostéoporose. Le lait serait néfaste par rapport à cela. Donc, quand on a comparé les populations, on a comparé la population donc, européenne et celle d'Afrique du Nord à celle de la population chinoise, par exemple, et la population d'Europe du Nord, les Scandinaves. Donc déjà, pour le morphotype, quand on voit des Chinois, par exemple, qui ne consomment presque pas de lait, c'est dans leur culture, leur morphotype, c'est être petit de taille, être chétif. Ils ont remarqué qu'il n'y avait pas d'ostéoporose par rapport aux autres populations. Donc, il y avait moins d'ostéoporose. La population européenne moyenne et celle d'Afrique du Nord,
c'est une population qui est bien portante. Celle qui est scandinave, c'est des grands gaillards, comme on a à l'esprit. Donc le lait, il faut savoir que les Scandinaves sont de très grands consommateurs de produits laitiers. Donc ils consomment de l'hormone de croissance. Donc c'est pour ça qu'il y aurait, je parle toujours au conditionnel, il y aurait la relation qui fait que surconsommer des produits laitiers, il y aurait une croissance plus accentuée. Donc les Scandinaves qui font 1m90 en moyenne pour les hommes, et les Chinois 1m60-70, donc ce serait en rapport avec le lait. Mais c'est trop facile de conclure à ça. C'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Quand on lit ça dans les médias, on pourrait être amené à le croire, c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont la vie réelle, qui sont l'autre alimentation habituelle. Donc les Chinois, les Japonais consomment plus de poissons, donc c'est des oméga 3. Ils ont une alimentation qui est riche en antioxydants, qui ont une alimentation alcaline, qui n'est pas acide, donc ils sont très actifs aussi. Donc l'ostéoporose, dans la population chinoise et japonaise, elle est moindre par rapport à la population européenne et celle d'Afrique du Nord. Et celles qui sont en Scandinavie, ils ont un taux d'ostéoporose un peu plus élevé. Voilà. Donc c'est une constatation. Il n'y a pas eu vraiment d'études là-dessus. Donc l'ostéoporose serait liée à une surconsommation, mais il n'y a pas vraiment d'études qui a pu conclure à ça. Très bien. Maintenant, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner quelques fruits et légumes riches en calcium? D'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le calcium est présent partout, et heureusement. Moi, ce que je conseille, de par ma formation, de par mes lectures et tout, c'est de consommer du lait de façon normale et naturelle. Voilà. Mais avec modération. Donc, c'est 0 à 2 portions par jour. Tout simplement. Parce que ceux qui sont contre les produits laitiers et tout oublient que certaines populations sont défavorisées par rapport à l'alimentation. Donc il y a des gens qui consomment presque pas de viande. De par la cherté de la vie, etc. Donc on ne peut pas dire à ces gens de ne plus consommer du lait. Parce que les recommandations actuelles disent qu'il faut consommer 50% de produits protéinés de façon animale et 50% d'origine végétale. Très bien. Voilà. Ça, c'est une bonne donc une certaine population qui n'a pas un grand pouvoir d'achat, la seule source de protéines animales, c'est le lait. Donc c'est vrai qu'on parle toujours de calcium, parce que c'est ancré dans notre subconscient que le lait égale calcium, mais non, le lait égale protéines et du gras, même si ça contient du mauvais gras. Pour ce qui est des fruits et légumes, donc c'est les légumes à feuilles vertes, donc c'est la laitue, c'est les artichauts, il y a certaines épices et aromates, donc comme le thym par exemple, qui est très riche, certaines graines comme les graines de sésame, qui sont plus riches en calcium que le lait, voilà. Certaines viandes, surtout la viande bovine, qui est riche en calcium, et les fruits, la plupart en contiennent. Le kiwi, la fraise, la banane, les oranges. L'orange est très, très riche en calcium. Donc, tous les fruits qui sont actuellement sur le marché sont riches en calcium. Tous les légumes aussi, parce qu'il y a en hiver et automne, printemps, il y a beaucoup de légumes à feuilles vertes. Il y a le poivron est riche en calcium. Donc, il faut avoir une alimentation diversifiée. Et le meilleur régime actuellement, c'est le régime méditerranéen. Et on a la chance d'avoir ce régime à notre portée. Voilà. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, parce que là ça va vraiment nous permettre de dédiaboliser un petit peu le lait déjà, et surtout de rééquilibrer. Finalement, comment dire, tout est dans l'équilibré, pas trop, faut pas tomber dans la culpabilisation. Exactement. Parce qu'on a vécu dans la culpabilité. Dès qu'on ne veut pas de lait, attention, le lait tu vas avoir des os qui vont se casser. Donc d'un côté, équilibrer, consommer du calcium végétal et du calcium des produits laitiers. Très bien. Merci beaucoup encore une fois pour toutes ces précisions. J'espère que cette émission aura été bénéfique pour nous, en tout cas pour vous, en tout cas pour nous ça l'a été. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, Facebook, sur Twitter également, et aussi sur SoundCloud, et surtout sur Radio
radio-m.net et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.